Bonjour, bienvenue à la Cinémathèque française. Pardon pour le retard lié au début de la projection, mais vous l'avez compris, c'est pour pouvoir accueillir le plus de monde possible. On est ravis que vous soyez si nombreuses et si nombreux pour ce film, Memories of Murder. Peut-être cela veut dire que beaucoup de gens soit ont déjà vu le film, soit au contraire en ont entendu parler. Ça dit quelque chose de la réputation de ce film. Pour notre gouverne, Jean-François Roger et moi-même, pour vous tous, pour le débat qui suivra, je me permets de vous poser la question, qui voit le film pour la première fois? Oui, c'est bien ce qu'on pensait. On ne donnera pas le nom de l'assassin tout de suite. Voilà. Ce film, très rapidement, pour rattraper un peu du retard qu'on a pris, très rapidement, ce film donc date de 2003. Il est sorti en France en juin 2004. Depuis, évidemment, c'était il y a un peu plus de 20 ans, depuis le nom de Bong Joon-ho a fait son chemin. Beaucoup d'entre vous, évidemment, connaissent ce cinéaste. On le connaît parce que The Host, qui a suivi quelques années après Memories of Murder, parce que tout récemment Mickey 17, parce que bien sûr Parasite, Palme d'Or et Oscar, parce que le transpersonnage, Mother, etc. Donc un cinéaste très important, mais qui à ce moment-là, en 2003-2004, il a, je crois, 33 ans ou 34 ans au moment où il fait ce deuxième long métrage. Et ben c'est pour la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous, les spectateurs, les cinéphiles, c'est un inconnu. Son premier film est passé un peu inaperçu, et tout d'un coup, surgit, on pourrait dire, Memories of Murder. Voilà, c'est de ce film-là dont on parlera après la projection, pour celles qui le découvrent et celles et ceux qui le voient, avec Jean-François Roger, qui est le directeur de la programmation à la Cinémathèque française, et il nous a semblé, lui et moi, qu'il était notre bon interlocuteur, parce qu'il connaît bien le cinéaste, il connaît bien ce film en particulier, et puis il connaît aussi la cinématographie coréenne et la société coréenne. Et avec tout cela, eh ben, on essaiera de documenter, surtout lui, ce que vous allez voir, d'expliquer, et je le dis pour celles et ceux qui resteront, il y aura des révélations. Voilà. Jean-François, si tu veux dire un mot. Le dire après tout ça. Non, rien, le film est sorti, a eu un petit succès en France, mais pas énorme, il fait 87 000 entrées. Mais cela dit, la France reste peut-être le pays, peut-être, je ne sais pas combien d'entrées le film a fait au Japon ou en Chine, s'il est sorti en Chine, c'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est le pays où il fait le plus d'entrées, après la Corée, où là, en Corée, il fait 5 millions d'entrées. Donc c'est un énorme succès au moment où il sort, c'est ce qui va lui permettre d'enchaîner avec son film suivant, qui est un film qui nécessitera beaucoup d'effets spéciaux. On a évidemment choisi de mettre ce film dans la programmation sur le polar asiatique. Voilà, donc 25 titres qui nous ont paru indispensables pour comprendre qu'il se passe quelque chose entre les années 80 et les années 2000 dans une partie de l'Asie, Taïwan, la Corée, Hong Kong et la Chine continentale. Et j'allais dire un truc que je suis en train d'oublier. C'est un film, voilà, c'est un film qu'on peut voir sans connaître le contexte historique, donc le moment où l'action se situe, et le contexte historique du film, parce que vous allez voir, c'est un film qui fait beaucoup rire, et qui fait peur aussi, enfin il y a toutes sortes d'émotions qui traversent le film, mais je dirais, le plaisir est redoublé quand on comprend à quoi le film fait allusion et à quoi il réagit. Donc ça c'est important. Alors voilà, on parle de polar asiatique, je dirais, pour terminer, plutôt qu'un film policier, c'est un film avec des policiers. C'est vrai, non? Voilà. Bon, allez, bonne projection. Pas mieux, bonne projection, à tout à l'heure. Bien.
Voilà, Memories of Murder, 2003. On disait au début, Jean-François disait dans l'introduction qu'il y a besoin un peu de contextualisation, puisque vous l'avez vu dans le film, et on va y revenir. L'intrigue se déroule en Corée du Sud, puisque, faut le préciser, en Corée du Sud, et dans le milieu des années 80. Alors, est-ce que peut-être, Jean-François, pour commencer, tu peux revenir sur les fondements véridiques de cette histoire, puisque, il faut le dire, c'est une histoire vraie, et cette histoire vraie mérite d'être racontée, puisqu'évidemment, elle a été à l'origine de tout ce qui a suivi. Oui, alors c'est un fait divers qui se déroule entre 1986 et 1991. C'est en fait le tueur en série sévit dans la région de Hwaseong, qui est une ville, c'est pas une ville d'ailleurs, c'est très campagnard, c'est au sud de Séoul. À cette époque-là, il y a un tueur de femmes qui sévit, et les policiers enquêtent, les policiers sur place, et puis d'autres qui viennent de Séoul, tout ça. Le film reconstitue assez justement ce qui s'est passé, même en le transposant ou en le symbolisant. Et l'enquête n'a mené à rien. C'est-à-dire que les meurtres s'arrêtent en 1991 et on ne sait pas à ce moment-là qui est l'assassin. Il y a eu les suspects. D'ailleurs, les 3 suspects du film ressemblent à des suspects qui avaient été soupçonnés à l'époque de l'enquête. Alors c'est une histoire assez extraordinaire. Alors ça évoque ces histoires de meurtriers en série dont on ignore l'identité. Ça évoque le Zodiac, par exemple, ce tueur qui a sévi dans les années 60-70 dans la région de San Francisco. Donc ce genre d'histoire devient presque légendaire, hein, c'est-à-dire parce qu'il y a ce sentiment de frustration, de ne pas connaître la vérité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas un film policier, parce que dans un film policier, à la fin, vous savez qui est le coupable. Le silence des agneaux, on sait qui est le tueur en série, par exemple. Et bien là, on ne le sait pas. Là, on ne sait pas. Il y a un doute sur l'éventuelle identité, l'éventuelle culpabilité du dernier suspect, même s'il est, je dirais, innocenté par l'analyse scientifique de l'ADN, mais ça peut être une erreur. Enfin, je veux dire, on n'est jamais sûr à 100% de rien, en fait. Et il y a ce doute-là, et d'autant plus que l'acteur qui joue le 3e suspect, il est inquiétant. C'est un jeune premier, en fait, qui faisait des comédies romantiques, et avec son visage d'ange comme ça, Bong-joon a tout de suite vu qu'en fait, même si c'est pas lui le coupable, il a sûrement quelque chose à se reprocher. Il y a un truc, je trouve, dans le traitement de ce personnage, qui fait penser d'ailleurs, et dans L'homme qui en savait trop de Hitchcock, à un moment donné, James Stewart enquête et il a un nom, Ambrose Chapel, donc il va voir une boutique qui appartient à un certain Ambrose Chapel, qui est un taxidermiste, qui n'a absolument rien à voir avec l'intrigue, mais ils sont louches. Et donc il y a une espèce de béance comme ça dans le récit, qui fait que même si c'est pas lui le coupable, il y a sûrement un loup, quoi, il y a sûrement quelque chose. Donc ça, bon bref, tout ça pour situer un peu enfin pour expliquer pourquoi donc Bong Joon-ho s'empare de cette histoire qui, avant d'être un film, en fait, avait été une pièce de théâtre. Très très vite, le fait divers est transposé en pièce de théâtre avec les 3 suspects. Et alors dans la pièce, moi je l'ai pas vu, je n'en ai qu'une connaissance l'ivresse. Les 3 suspects étaient joués par le même acteur. Et donc, bon, tout ça, la pièce, ce fait divers a inspiré Bong Joon-ho et en fait, il a beaucoup parlé de cette histoire. C'est un traumatisme pour beaucoup de Coréens. Il y a quelque chose de douloureux dans ce qui s'est passé, le fait qu'on n'a jamais su la vérité. Alors en fait, après le film, il s'est passé des choses, on pourra en reparler sur la connaissance de l'assassin, mais là, au moment, en 2003, on est dans l'idée qu'on ne sait pas qui a tué, et le plan final, ce regard caméra du personnage de Song Kang-ho, enfin joué par Song Kang-ho, il le fait, c'est un regard caméra, il le dit, peut-être que l'assassin voit le film. On est en 2003, peut-être que l'assassin... Et l'acteur, il y a cette idée que ce personnage de flic, il n'est plus flic à la fin du film, regarde l'assassin qui est assis dans une salle de cinéma. Donc c'est assez vertigineux en fait. Et il y a cette idée aussi, juste pour finir, pourquoi est-ce que ces histoires de tueurs en série fascinent autant, et pourquoi elle a fasciné autant Bong Joon-ho?
trouvaient que c'était très dur en fait de filmer cette histoire. Ils ont même organisé une cérémonie bouddhiste en hommage aux victimes, parce qu'ils se disaient, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Il y a des gens qui sont vraiment morts. Et le tueur en série, en fait, au cinéma, c'est le hasard. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tué au nom d'un mobile voilà, qui serait identifié, mais juste parce que vous vous trouvez au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc, il y a ce sentiment de hasard, et donc, les choses pourraient être autres que ce qu'elles sont, si on n'avait pas été là à ce moment-là. Et en fait, un des modèles de Bong Joon-ho, c'est Chabrol. Chabrol, donc La Bête meurt, qui est une histoire de monstre, d'assassin aussi, pas de tueur en série. Il y a un moment donné, le personnage dit « tu es la femme que j'aurais pu aimer ». Il y a un côté au conditionnel. Et Bong Joon-ho disait qu'il était traumatisé par l'idée que on ne sait pas ce que sera la vie. La jeune fille qui est tuée à la fin, par exemple, ben on efface d'un coup la vie qu'elle pourrait avoir. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, ça pourrait être l'autre femme, celle qui croise sa route, qui est la femme de l'inspecteur joué par Song Kang-ho. Et donc, il y a ce sentiment de hasard, de gâchis, de pur absurde, en fait. Ça a beaucoup fasciné Bong Joon-ho. Sur la période, par ailleurs, c'est un moment crucial dans l'histoire de la Corée. C'est-à-dire que c'est pas seulement un film policier qui raconte une enquête policière, hein, parce que c'est ça, même si elle foire, elle débouche sur rien. C'est aussi un moment où la Corée va passer d'un régime autoritaire à une démocratie libérale. On est exactement dans cette période-là, c'est-à-dire 86, 91. En 88, il y a les Jeux Olympiques d'été à Séoul. Et en fait, disons que sur la scène internationale, il fallait que Séoul montre de plus en plus, enfin le gouvernement coréen, montre de plus en plus une volonté de se diriger vers la démocratie. Et donc, ce moment, la période couverte par le film, c'est aussi le moment où la Corée du Sud devient une démocratie libérale. Et surtout, une puissance économique. Mais bon, on en reparlera peut-être. Juste pour continuer à contextualiser, Bong Joon-ho a dit lui-même que, comme beaucoup de Coréens, il avait été contemporain de ce drame non résolu, de cette enquête criminelle qui n'en finissait pas, de cette tragédie. En 86, il avait 17 ans. Il l'a raconté, il est né en 69, et il a raconté que, évidemment, en tant que lycéen, il avait suivi dans les journaux et à la télévision cette affaire non résolue, et que c'était resté un trauma, comme tu le dis, pour la société coréenne, d'autant que il était, ce meurtrier, considéré comme le premier serial killer officiel de l'histoire de la Corée. Donc c'était une situation dramatique sans antécédent connu. Et donc on était là devant une monstruosité insoluble et à laquelle on pouvait pas se référer à des épisodes dramatiques précédents. D'ailleurs, un des ressorts du film, c'est le fait que les policiers ne sont pas du tout armés face à une telle situation. Ça, on va revenir évidemment sur les policiers, mais pour dire que aussi Bong Joon-ho, au moment où il décide, donc on est au début des années 2000, il a fait son premier long métrage. Je vous disais, au moment où il fait ce film, il a 33-34 ans. Il se lance lui-même dans une véritable enquête à l'égard pour préparer son film. Ça, peut-être on peut raconter sur les recherches qu'il a entreprises. Oui, il a rencontré notamment les policiers, c'est-à-dire que les véritables acteurs de cette histoire. Et il a été frappé par le fait que, c'était une blessure qui n'avait jamais été refermée, et qu'il a dit, quand il a parlé comme ça des policiers, dont certains ressemblaient aux flics campagnards joués par Song Kang-ho, quoi. C'était pas des tendres. Il était absolument normal de fabriquer des preuves pour inculper quelqu'un parce que ça allait plus vite. L'histoire de la chaussure, par exemple, de la basket qu'il met pour faire quoi. Ça, c'est des trucs qui se faisaient couramment dans la police coréenne, parce que on sait que c'est lui, ça il va plus vite si on fabrique des preuves. Cela dit, il a rencontré pas mal de policiers, dont certains se sont mis à fondre en larmes en évoquant cette histoire. Il y a eu le rage vraiment de n'avoir jamais su, en tout cas au moment où le film se fait, d'avoir jamais su la vérité. Et lorsque, en 2003, dans le journal Le Monde, ou 2004, tu avais interviewé Bong Joon-ho,
Et tu lui avais parlé de ça et de sa préparation du scénario. Et Bongiorno dit une chose qu'on ressent dans le film et qu'il a ressenti avant nous, évidemment. Il parle de l'écriture du scénario. Il dit pendant la préparation du scénario, je considérais le policier de la campagne comme barbare et méprisable, incapable et idiot. Et tout cela, bien que ce soit mon personnage principal. Puis petit à petit, après avoir rencontré le vrai policier qui s'est occupé de l'affaire, j'ai compris qu'il y avait chez lui une volonté intense, pure, de trouver le coupable et une tristesse de ne pas l'avoir découvert. Cette tristesse m'a beaucoup touché. Mon changement d'opinion vis-à-vis de lui se révèle dans le film lui-même. J'ai compris que les policiers aussi avaient été victimes de cette affaire et de cette sombre époque. Alors, on reviendra peut-être encore une fois sur la sombre époque. C'est la sensation, le parcours que le spectateur traverse lui-même. C'est-à-dire qu'au début, les policiers sont on a l'impression qu'ils sont brutaux et idiots. Et en même temps, à un moment donné, on s'attache aux personnages qui sont cons. Et même lui devient un peu humain. Et alors là, je dirais, c'est une technique scénaristique. Le personnage le plus rationnel, tout d'un coup, pète un câble. Et c'est lui qui qui agit sans aucune barrière à la fin du film. Il veut tuer le suspect et c'est l'autre qui l'en empêche. Donc c'est un truc de scénario, mais c'est intéressant de voir comment on passe, comment on se projette sur ce personnage de policier et comment ce qu'on pense de lui change au fur et à mesure de la progression du film. Cela dit, quand on regarde bien le film, il y a deux parties. C'est-à-dire qu'il y a une partie vraiment drôle, pas macabre mais drôle, et puis à un moment donné, on récolte plus du tout en fait. Il y a une construction très audacieuse d'ailleurs, parce que c'est rare de réussir ça. Je trouve que le film devient de plus en plus sombre et de moins en moins drôle. Mais ça n'enlève rien à la première partie. Mais effectivement, à un moment, le flic des champs dit au flic des villes, dis donc, t'as bien changé. Et ça, c'est... Et lui aussi, change. Voilà. Donc, et ça qui est beau aussi dans le film, et ça fait partie des choses insolites du film, il y en a beaucoup, mais c'est que, disons, dans le cadre d'un buddy movie américain traditionnel, où, disons, deux flics doivent travailler, malgré leur volonté, doivent travailler ensemble, généralement, ce à quoi on insiste, c'est qu'au départ, ils ont des caractères bien trempés chacun, ils seront opposés, puis finalement, ils vont s'entendre, et puis surtout, ils vont résoudre l'enquête, et puis entre-temps, ils vont, en quelque sorte, mettre leur savoir-faire en commun, et c'est ça qui va résoudre l'intrigue. Ici, on voit bien que tout ça est assez déjoué et ne joue pas comme ça. Alors oui, je dirais même que le film déjoue un cliché qu'il y a beaucoup dans le cinéma hollywoodien, qui est celui de, je dirais, la supériorité de l'instinct sur la science. C'est que dans le cinéma américain, vous avez toujours un flic qui n'observe pas les règles, qui n'a aucune connaissance de procédures scientifiques, mais il a le nez, il a l'instinct, et il trouve le coupable. Et alors là, c'est pas le cas du tout, mais en fait, c'est pas le cas dans la vie non plus. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu l'affaire Polanski, Sharon Tate assassinée par la secte de Charles Manson, la famille de Manson, le lendemain, il y a eu un autre meurtre similaire commis par les mêmes. Et donc là, on est à la fin des années 60. On est à la fin des années 60, on est en 69. À Los Angeles. Et la police de Los Angeles n'a pas voulu croire que c'était les mêmes qui avaient fait le premier meurtre donc, chez Polanski et le second chez ce couple qui en fait est assassiné parce que les assassins veulent brouiller les pistes. Donc on refait un meurtre qui ressemble à ça, avec des inscriptions sur les murs dans le sang, etc. Et donc, comme la police de Los Angeles ne voulait pas croire que c'était les mêmes criminels, parce qu'ils avaient une théorie en fait sur la mort de Sharon Tate, il y a une troupe de vieux. Alors évidemment, on donne aux meilleurs, aux champions, l'enquête sur les meurtres chez Polanski, et à des petits jeunes qui sortent de l'école, eux doivent enquêter sur le deuxième massacre qui a lieu le lendemain. Évidemment, les petits jeunes comprennent très vite que les crimes sont liés, et ils se mettent eux aussi à enquêter, avec leur méthode sortie des écoles, à enquêter sur sans en parler évidemment à l'autre équipe, à enquêter sur les meurtres dans la Villa Polanski. Et en fait, ils avaient raison. C'est-à-dire que ce cliché du vieux policier blanchi sous le harnais à qui l'instinct permettra de découvrir la vérité, bah non, ça marche pas. Et là, le personnage du détective Park, de ce point de vue-là, est absolument bon.
c'est un personnage génial, parce qu'il est, comme tu dis, il a l'œil du chaman. Il lui suffit de regarder le visage de quiconque, soi-disant, pour découvrir qui est le coupable. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Bong Joon-ho a dit que pour lui, ce film-là était un road movie de visage. Il a employé cette étrange expression parce qu'effectivement, le film commence par un visage en gros plan, il finit, tu l'as rappelé, par un visage en gros plan, c'est évidemment pas un hasard, et tout au long du film, on cherche à donner des traits et une figure à ce meurtrier qui n'en a pas. Et justement, l'autre chose qu'on pourrait se dire, c'est que finalement, dans cette débauche de faux instincts, dans cette débauche de flair qui n'en est pas, finalement, il n'y a que deux personnes dans le film, enfin deux personnages qui ont l'air méthodiques. Le tueur, on ne peut pas lui enlever ça, il a de toute évidence il est entre la méthode et le rituel, c'est ce qu'on déduit, c'est ce qu'on comprend. Il est efficace, il ne se fait pas attraper. Voilà. Et l'autre personnage que je trouve absolument passionnant et en creux, et auquel on peut ne pas prêter attention, c'est la femme flic. Celle qui apporte le café. Celle qui apporte le café pour les autres. À chaque fois qu'on s'approche de quelque chose qui pourrait être la vérité, elle y est. Ça vient par elle. C'est elle qui parle des chansons qu'on entend à la radio les soirs de meurtre. C'est elle qui parle avec cette femme qui ne veut pas, qui en fait est une survivante. La femme qui ne veut pas parler, c'est une survivante. Elle n'accepte de parler qu'à cette fliquette-là, cette femme flic, et dont tout le monde se moque. Alors c'est une manière aussi de se moquer du machisme des Coréens. Et je trouve que ça, on peut ne pas le voir. Tu as raison, c'est la beauté de ce personnage, c'est que à la fois il fait avancer le scénario de façon très très spectaculaire à chaque fois, et en même temps c'est un personnage secondaire. Ça c'est assez beau. Ça prouve à quel point, enfin je veux dire, c'est une écriture inspirée, quoi. Et même, je dirais, l'autre personnage féminin qui est l'infirmière et qui deviendra la femme de l'inspecteur, c'est quand même par elle aussi que vient l'idée à l'inspecteur que peut-être il pourrait faire autre chose. À la fin, bien sûr. Un autre métier. Ah ben ça, on reviendra. C'est pourquoi le flic, il est devenu, je sais pas, représentant en machine à écraser les oranges, je sais pas quoi. Mais juste un mot quand même, j'ai oublié de le dire, mais c'est sur cette idée, cette confusion quant à l'identité de l'assassin, c'est que de temps en temps, on le voit l'assassin dans le film. On le voit de dos, on voit sa main. Et à un moment donné, il surgit face à la caméra, mais comme il est éclairé de face, on identifie ça. Et à chaque fois, Bong Joon-ho a pris un acteur différent, un personnage différent. C'était un machiniste, un accessoiriste. Il a fait jouer l'assassin par le dernier suspect, qui, dans certains plans, c'est lui. Donc il y a ça, c'est cette manière aussi de, comme tu dis, à la fois d'affirmer qu'il est inidentifiable, et en même temps, quand même, le dernier suspect, par moment, c'est lui. Voilà, ça, il y a ce trouble comme ça qui est travaillé par Bong Joon-ho. Voilà, c'est juste un aparté. Et ce que tu as commencé à dire, c'est que sur la situation politique et sociale de la Corée, au moment où l'intrigue se déroule, c'est important d'y revenir, parce que ça a été effectivement, pour Bong Joon-ho, et sans doute pour les Coréens qui ont découvert le film, d'où le succès public dont tu parles en introduction, ça a été absolument crucial. Donc qu'est-ce que c'est? Comment dire? On en voit des traces dans le film. Absolument. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les flics sont tellement nuls qu'en fait, ils sont largement occupés à réprimer les mouvements sociaux à ce moment-là. Enfin, en 86, etc. Une forte opposition de la société coréenne vis-à-vis du pouvoir militaire, donc est un pouvoir appuyé par les Américains, parce que la Corée du Sud est un rempart face à la Corée du Nord. Ils sont toujours en guerre au moment où le film est tourné, au sens où il y a eu un cessez-le-feu, mais il n'y a jamais eu d'armistice, etc. Donc il y a une situation de guerre latente depuis la fin de la guerre de Corée, entre les deux Corées, et donc on le voit, ils passent leur temps à faire des entraînements, les lycéens, de temps en temps il y a des alertes, des entraînements, parce qu'on se prépare à la guerre, et là, les sirènes, etc. Et évidemment cette situation, qui est produite de guerre froide en fait, encourage l'autoritarisme d'un régime appuyé par les Américains. Voilà. Il faut attendre la fin des années 80 pour que, d'ailleurs c'est un mouvement que le département d'État américain va faire à partir du moment où il dit il vaut mieux avoir comme allié des démocraties.
Hein. Donc, à un moment donné, la Corée du Sud, sous la pression des mouvements sociaux, surtout, mais aussi des Américains, se démocratise. Et c'est exactement à ce moment-là, 86, 90, au bout d'un moment, elle va adopter une constitution, il y a une élection tous les 5 ans, etc. Il y a un parlement, enfin, c'est une démocratie comme une autre. Mais c'est aussi, surtout, les années 80, c'est un moment de développement économique incroyable. C'est-à-dire que là, le capitalisme sud-coréen est en pleine expansion. Il s'impose avec une certaine violence économique, hein, c'est brutal, les rapports de classe, etc. Donc, les mouvements sociaux sont ambigus, c'est à la fois des mouvements sociaux, c'est aussi des mouvements pour la liberté. Les policiers, en fait, qu'on voit dans le film, c'est très rare qu'ils enquêtent sur des faits divers, en fait, ils passent leur temps à tabasser des étudiants. Et d'ailleurs, je trouve la scène, il y a un moment absolument crucial, enfin, qui explique un peu tout ça, c'est-à-dire comment la violence est un habitus, en fait, c'est qu'on vit avec la violence, c'est normal d'être violent, c'est que lorsqu'ils s'en prennent au premier suspect, qui est le garçon un peu simple d'esprit, qui a la joue brûlée, qu'ils tabassent, voilà, ils lui donnent des coups de pied, puis voilà, il y a un plan, il regarde la télévision avec lui, il regarde un soap opéra ou un feuilleton, un feuilleton, il regarde un feuilleton, et puis après ils reprennent le tabassage. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que c'est la violence, et il y a je dirais, une utilisation habituelle et normale de la violence. Et c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, aussi, le capitalisme sud-coréen se développe. Il y a un miracle économique coréen qui s'impose, la marche forcée. Il y a déjà, d'une certaine façon, dans cette volonté d'obtenir des aveux de la part des suspects, puis quand ça ne marche pas avec un, on en tabasse un deuxième, parce qu'on veut du rendement. C'est-à-dire que l'idée de rendement, elle est déjà dans la tête de ces gens-là, et évidemment, cette idée de rendement va être, on peut dire, un des moteurs du développement économique, et évidemment ce développement économique va imposer une forme de rationalité qui va essayer de mettre à distance la violence, mais la violence sociale, la violence des rapports de classe, elle est forte en Corée du Sud. Et donc il y a cette idée-là. Et le fait que le personnage principal passe du statut de policier à finalement un cadre, un type qui va gagner de l'argent avec le développement de l'économie coréenne, quoi. Il n'est plus fonctionnaire, hein, ça devient un cadre de l'économie. Et je trouve que c'est comme si on était passé d'une espèce d'accumulation primitive à une rationalisation démocratique, mais d'un mouvement qui part de cette accumulation primitive. Et je trouve que le film est une allégorie de ça. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, ça m'avait frappé, c'est ce côté, cette métaphore de l'histoire de la Corée, des affects qui travaillent la société, et comment ces affects vont servir au développement du capitalisme sud-coréen qui va s'imposer de façon très rapide, très brutale, enfin très brutale au sens où l'économie s'emballe, le marché, à la fois les citoyens coréens s'enrichissent un peu, enfin en tout cas la situation quotidienne des Coréens s'améliore, mais ça se fait à marche forcée. Ça se fait, cette démocratisation-là, la démocratisation-là, qui va de pair avec un développement économique qui commence déjà sous la dictature, mais qui évidemment s'épanouit après, se fait à marche forcée. Et je pense que voilà, il y a le film raconte aussi finalement, à mon avis, cette histoire. Absolument. Et comment dire, sur cette question des moyens, c'est-à-dire tu dis l'armée, les flics, étaient déployés pour tabasser et réprimer les manifestations étudiantes au lieu de se consacrer, par exemple, à résoudre ce cas pour lequel ils étaient absolument dépourvus de capacité. Bong Joon-ho a dit qu'il avait trouvé là, dans ce va-et-vient entre le local et le macro, il avait trouvé là son point de vue et le sujet de son film. C'est-à-dire cette question que, finalement, ce n'est pas seulement les détectives qui n'ont pas les moyens psychologiques ou technologiques de résoudre cette énigme, mais c'est l'époque tout entière coréenne qui n'a pas les moyens, ou qui ne se donne pas les moyens, ou qui donne les moyens à autre chose, acheter des tanks par exemple, et qui donc ne peut pas résoudre cette histoire. Et juste une chose, parce qu'après je vais oublier, au moment où il a fait les recherches, Bong Joon-ho,
pour écrire son scénario. Il a fait énormément de recherches, tu l'as dit, il s'est entretenu avec énormément de témoins, mais aussi, il dit, quand j'ai fait mes recherches, c'était un peu avant Internet, où Internet commençait, et j'ai fait une recherche classique. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser Internet et de taper des mots-clés, j'ai lu des journaux de l'époque. Et il dit, et en lisant les journaux de l'époque, je lisais tout. C'est-à-dire, bien évidemment, je lisais les faits divers qui concernaient les crimes non résolus, les nouveaux meurtres. Il dit, mais je lisais ce qu'il y avait autour. Ce que ce jour-là, le président de la Corée avait dit, ou où est-ce qu'il s'était déplacé, qui avait gagné dans tel sport. Enfin, il dit... Les films qui sortaient au cinéma. Les films qui sortaient au cinéma. Et donc, il s'est en quelque sorte nourri littéralement. Et on voit bien qu'à ce moment-là, le local devient la métaphore d'un état du pays tout entier, dont le film essaye de rendre compte et de créer des liens de cause à effet entre des choses qui, a priori, n'ont pas de rapport entre elles. Alors, je reviens sur ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il avait une métaphore un peu poétique, Bong Joon-ho, il disait, c'était une période sombre, une période de ténèbres, il disait, et dans les ténèbres, c'est là que se cachent les assassins. D'accord, on l'a pas vu parce que, voilà. Ça, c'est une chose. Dans le film, à un moment donné, il y a une scène où le policier qui donne des coups de pied, casse la télévision. Et c'est en fait une scène qui raconte comment un policier ou des policiers ont été arrêtés après avoir violé une étudiante. Et à un moment donné, on entend dans le dialogue, il faudra leur couper la bite. Parce que c'est voilà, alors on ne comprend pas, nous, parce qu'on ne connaît pas ce fait divers-là, mais ça a été un des faits divers, révélateur aussi de la répression, etc. En 1981, il massacre 200 personnes, la police, dans la province de Gwangju. Enfin, la répression est très violente, et c'est sous la pression, quand même, de la pression populaire, sociale, etc. Les étudiants, aussi beaucoup d'étudiants étaient impliqués dans la lutte contre le régime, qui fait céder petit à petit le gouvernement sud-coréen. Sur cette histoire de développement économique à marche forcée, on peut parler en fait de l'endroit où le film a été tourné. C'est-à-dire que le film n'a pas été tourné sur les lieux du fait divers. Pourquoi? Parce que ça ne ressemblait plus. Parce que c'était en 1986, il y a eu une urbanisation sauvage de l'endroit, liée évidemment au développement économique, et donc il a trouvé des endroits qui ressemblaient à la région de Hwaseon, un peu partout en Corée, mais il était devenu impossible pour l'équipe de retourner sur place. Parce que l'urbanisme a été... On voit quand on va en Corée, on voit que parfois c'est sauvage, quoi. On construit des immeubles n'importe où, très très vite, c'est rarement très beau, enfin il y a une espèce de sauvagerie architecturale qui témoigne de ce développement économique à marche forcée. Et donc ils ont tourné dans des endroits qui n'étaient plus les endroits où se passaient les faits divers, parce que ça ressemblait à une ville moderne, avec des gratte-ciels, construit n'importe comment, mais enfin ça ressemblait plus à ces champs de rizières et de choux, qui était le théâtre, en fait, de ce fait divers. Juste une remarque à propos des champs de rizière, enfin, toute cette ouverture et toute cette conclusion, le prologue et l'épilogue, vous l'avez remarqué aussi, et ça dit à quel point, à la fois Bong Joon-ho est un cinéaste inspiré et qui avait prémédité, en quelque sorte, ses effets. L'ouverture et la conclusion se déroulent en plein soleil. On est, je dirais, dans un film en couleur, et tout le reste du film, toute la couleur est désaturée, toute la couleur est, j'allais dire, décolorisée. On est dans des teintes évidemment beaucoup plus sombres, qui sont celles qui correspondent à l'histoire qu'on nous raconte. Mais c'est vrai que je trouve que la manière dont le film établit un lien avec le présent, enfin son présent à l'époque, c'est-à-dire 2003, le moment du film est très fort, c'est l'épilogue, et on voit, comme tu dis, apparaître la nouvelle Corée, puisque le père engueule le fils d'avoir passé toute sa nuit à jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, il est encore un peu flic, là. Il dit, oui, regarde-moi, t'as des cernes sous les yeux. Regarde-moi dans les yeux, lui dit-il. On voit qu'il n'a pas abandonné toutes ses méthodes, mais enfin, il ne tabasse pas son fils, ce qui est un progrès démocratique. Ça, c'est tout à l'heure le film de Kitano. Là, on tabasse les jeunes, mais là, non. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on vous donne la parole pour des questions? Il y a une chose qui m'a sauté aux yeux, enfin, d'autant plus que, entre-temps, Bong Joon-ho a fait 7 ou 8 films, donc il y a une œuvre, et moi j'étais persuadé que The Host et Mother formaient un diptyque.
The Host, c'est le monstre, c'est la mère absente, Mother, c'est la mère trop présente. Et en revoyant Memories of Murder, j'ai été frappé par un motif très bizarre, enfin pas bizarre, mais en tout cas très troublant, qui est à la fois un motif plastique et peut-être, toi qui fais un peu de psychanalyse, peut-être avec une dimension symbolique, enfin dont on peut déduire quelque chose. Le motif, c'est le trou. C'est le trou, c'est-à-dire que la première victime est dans une buse, c'est conduit d'évacuation d'eau qui sont à côté des chemins. Donc on l'a poussée à l'intérieur de cet endroit-là. Ça se termine devant un tunnel à l'intérieur duquel l'assassin disparaît, et l'assassin introduit des objets dans le vagin de ses victimes. C'est-à-dire que là, il y a quand même un système, en tout cas on peut dire c'est un motif plastique si on veut, mais pas seulement, c'est abstrait aussi, puisque évidemment il est hors de question de voir les sévices infligés aux victimes, mais il y a cette dimension troublante, et quand on se souvient qu'après il va faire The Host, cette créature mystérieuse, pas mystérieuse, elle n'est pas mystérieuse, elle est horrible en fait, qui incarne la mère absente, que Mother, c'est ce que Julia Kristeva appelait la mère abjecte, c'est-à-dire vraiment on est dans la mère, c'est du côté de la souillure, etc. On se dit, c'est un des éléments, en fait, de ce cheminement-là, chez Bong Joon-ho. Je ne lui ai jamais posé la question, je pense qu'il m'aurait traité de fou, mais je ne suis pas sûr non plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce motif de, voilà, le refus de la naissance. Le refus de la naissance, donc on rentre les choses pour pas qu'elles sortent. Alors l'assassin pour pas qu'il soit dévoilé. L'assassin, alors là, ses motivations sur les sévices qu'il fait subir aux victimes, ça, il n'y a pas de réponse à ça, en fait. Et il y a quand même cette fin où on rentre dans le tunnel et en fait, on n'a pas la vérité. Ce personnage rentre dans le tunnel, ce personnage du suspect, c'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui, et on ne saura jamais. Et donc je trouve que ce motif-là, comme tu dis, qu'on peut... je ne sais pas que c'est facile de l'analyser, enfin au sens analytique, mais je trouve que c'est une continuité, en tout cas ça annonce quelque chose, pas une continuité, puisque c'est son deuxième long métrage, en fait c'est son... Oui, mais ça va se reproduire sous d'autres formes, jusqu'à Snowpiercer. Snowpiercer, donc un film qu'il fait avec de l'argent international, presque une production hollywoodienne, un film de science-fiction, c'est l'histoire d'un grand train, et dans les entrailles du train, il y a des enfants. Et en fait, c'est quand même cette figure-là du retour au ventre de la mer, etc., c'est quelque chose qui est chez lui. Alors bon, moi je ne suis pas un spécialiste. On va laisser, à moins que vous ayez des lumières sur cette hypothèse, on va laisser ça sous forme effectivement, mais presque d'une question formelle, parce qu'évidemment, le tunnel est filmé de telle sorte qu'on ne puisse pas le manquer. La seule chose qu'on peut dire, qui sont des éléments factuels et purement biographiques, c'est que Bong Joon-ho a raconté dans quelle famille il a vécu, et l'enfant, enfin, tel qu'il s'est décrit lui, il s'est décrit à la fois comme un enfant normal et comme un freak qui passait son temps en quelque sorte en retrait. Peut-être déjà une figure d'observateur, très bon dessinateur. Son père était, je crois, diplômé en design. Et donc, il y a on voit bien que ce que Bong Joon-ho raconte, c'est l'enfance d'un introverti. Et il a dit d'ailleurs qu'il ressemblait au dernier suspect. Le type, quand on arrive, le type, il est dans son bureau, il est en train de bouquiner, en fait. Il est en train de bouquiner. Ça, c'est lui. Et c'est lui. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Alors, peut-être une dernière chose, mais qui va ouvrir les questions que vous allez peut-être poser, et qu'on n'a pas évoquées, mais qui saute aux yeux quand on voit le film, et qui a fait, à l'époque, et depuis, j'allais dire presque la signature de Bong Joon-ho, et on l'a à peine évoqué, mais c'est cet incroyable sens, j'allais dire, des contraires. Cette capacité à mélanger, j'allais dire, le burlesque et le grotesque, et puis avec la tragédie, cette façon de mélanger les sentiments, cette façon qu'on ne sait jamais sur quel pied va danser la scène, cette imprévisibilité du ton, dans ceux qui ont découvert par la suite The Host sans avoir vu Memories of Murder n'en revenaient pas de ce ballet ininterrompu entre vraiment la franchillarité et le sordide le plus grand. Et ça, je ne sais pas si c'est coréen, si c'est Bong Joon-ien, mais en tout cas, c'est mémorable. Il y a quelque chose qui est assez fréquent dans le cinéma coréen. Alors, quand le film sort, c'est un âge d'or du cinéma coréen. C'est-à-dire qu'il y a des films qui ont rencontré d'énormes succès en Corée, mais d'énormes succès.
En 99, donc 2-3 ans avant le tournage du film, le seul pays où Titanic a été battu par un film national, c'est la Corée du Sud. C'était un film d'action qui s'appelle Shiri, donc avec beaucoup très spectaculaire. Il a fait plus d'entrées que Titanic. Et en fait, c'est une époque où, le cinéma coréen, il y a une génération de cinéastes qui naît, qui émerge, et des gens assez différents. Bon, vraiment, on a parlé Bong Joon-ho, Park Chan-wook, mais Hong Sang-soo aussi. On ne peut pas dire que ça soit comparable à ce que fait et d'autres. Kim Ji-woon. Enfin, c'est vraiment une génération de cinéastes absolument passionnants. C'est un moment où le cinéma coréen, grâce à un volontarisme du gouvernement coréen, se montre à l'étranger, parce que le cinéma coréen a toujours existé. En tout cas, le cinéma sud-coréen, inexistant depuis 1955, réel, mais les films n'étaient pas exportés. Et donc, on arrive à un moment où le cinéma coréen s'exporte. Alors pas avec de grands succès, mais quand même il s'exporte. Le film fait 90 000 entrées en France, etc. Donc c'est un moment, c'est un âge d'or du cinéma coréen, et ça va durer encore quelques années, puis il va y avoir un reflux. Mais le film est vraiment un des symptômes de, je dirais, cet âge d'or. Et qui correspond, éclosion de la nouvelle vague coréenne, qui correspond à l'évolution économico-politique que tu as décrite, parce que fin de la censure... Non, là on est au début des années 2000. Oui. C'est là, la fin de la... En fait, la démocratisation de la Corée du Sud, elle est longue, elle a entraîné un rapport... si la Corée du Sud avait été totalement libérale, économiquement libérale, ils s'en seraient fichus d'exporter leur cinéma, par exemple. Ça, c'est, par exemple, le Japon n'a pas du tout suivi cette voie. Mais paradoxalement, parce que le nationalisme sud-coréen était très important, il y a des systèmes de quotas en Corée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tourner, vous ne pouvez pas importer un film étranger si vous ne produisez pas un film local. C'est pour ça qu'ils faisaient des films, des quotas quickies, c'est-à-dire des films tournés très vite avec très peu d'argent pour pouvoir importer des films américains, etc. Donc, le nationalisme du régime autoritaire qui se met en place après la guerre de Corée a engendré une véritable cinématographie, une industrie locale et nationale qu'on découvre. Alors, le cinéma, le patrimoine sud-coréen, on le découvre surtout à la cinémathèque, parce qu'on les montre ici dans les cinémathèques, dans les archives. Il y a quelques éditions DVD, mais c'est pas très important. Mais il y a ça, et il y a l'encouragement à la naissance on encourage une naissance de cinéastes. Donc oui, ça met une dizaine d'années en fait, avant vraiment d'exploser. Voilà. Alors, je vous donne la parole, mais peut-être tu n'as pas voulu me dire, mais tu m'as dit que tu avais une révélation à faire. Alors, est-ce que, avant que nous nous égayions dans la nature pour reprendre nos... On sait qui est le coupable aujourd'hui, en fait. Tu vois, je sentais que vous restiez parce que vous vouliez savoir. Voilà, alors, en fait, tu peux nous en dire plus ? Voilà, alors ce qui se passe, c'est qu'en 1993 ou 1994, on arrête un type qui a violé sa belle-sœur et qui l'a tué. Il s'appelle, attendez, j'ai noté son nom, Lee Chun-jae. Et ce type est condamné à la prison à perpétuité. Et au moment, en fait, il n'a pas pu voir le film, puisqu'il était en prison au moment où le film est sorti, à moins qu'il y ait eu des projections les prisonniers coréens peuvent voir des films. Bon, ça m'étonnerait qu'ils aient montré ce genre de film. Bref. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est que la police n'a jamais lâché l'affaire. Et qu'en 2019, c'est l'année où Bong Joon-ho a sa palme d'or à Cannes avec Parasite. En 2019, il se rend compte que l'ADN de ce type correspond à un ADN qui a été relevé sur le vêtement, même les sous-vêtements d'une des victimes. Et donc ils disent, mais c'est lui. Enfin, en tout cas, c'est lui qui a au moins tué cette fille-là, etc. Et au départ, il va nier, au départ, il va contourner, et puis il a fini par avouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on connaît son identité. Ce qu'on découvre, c'est on avait en tête l'idée de 10 meurtres irrésolus. En fait, il en a tué beaucoup plus. Il a tué beaucoup plus de gens. Et c'est une révélation qui a totalement bouleversé Bong Joon-ho quand il l'a appris. Il était à Los Angeles en train de faire la promotion de Parasite, en fait, qui allait avoir un Oscar. Et c'est là qu'on lui apprend que l'assassin de Memories of Murder, donc l'assassin,
a été identifié, il est en prison. Il a prescription pour tous les meurtres de l'époque, hein. On ne peut plus le juger pour ça, etc. Mais il a écopé d'une peine de prison à perpétuité pour un crime qu'il a commis en 93 ou 94. Voilà. Hein? Ça te laisse sans voix. Ouais, là, ça m'a coupé le chic. Mais Attends, mais je voulais te poser une question par rapport à ça. Donc, comment dire, cet homme qui a été... Li Chunje, il était originaire, ou disons, il vivait à ce moment-là dans la... Est-ce que c'est un des suspects? On ne sait pas si c'est un des suspects. Non, il n'a jamais été suspecté. Il n'a jamais été suspecté. Non. Ou alors il est peut-être dans l'album de photos, voilà, parce qu'ils ont interrogé des milliers de personnes. Il y a eu des milliers de types qui ont été interrogés par la police à l'époque, qui étaient parce que... Enfin, lui, n'en aurait pas... Et par exemple, alors pour dire à quel point quand même le film est relativement... Enfin, c'est construit sur des faits authentiques. L'histoire de la chanson, c'est vrai. Alors, c'est-à-dire que ils avaient repéré le fait que pour certains meurtres, cette chanson, au moment de certains meurtres, cette chanson passait à la radio, et l'histoire des hommes sans poils aussi. C'est-à-dire que, et se sont posés, évidemment, le film montre que c'est très difficile d'enquêter dans cette direction-là, mais effectivement, ils ne trouvaient pas de poils pubiens sur les corps des victimes, et donc il y a eu cette hypothèse que c'était un homme sans poils qui commettait les meurtres. Donc le film s'appuie quand même, même dans ses côtés un peu gaguesques ou drôles, sur la réalité. Et sur peut-être le truc que je voulais dire aussi, il y a quelque chose qui est... on parle du cinéma coréen, et je trouve que quand on parle de cinéma, on parle d'action, et la forme que peut avoir l'action. Dans le cinéma coréen de cette époque-là, enfin de l'âge d'or du cinéma coréen, dans ces films, notamment ces films policiers, est un facteur très important. C'est qu'elle change, c'est pour ça que je trouve que ce qu'on appelle le polar asiatique, c'est quelque chose qui formellement a transformé un peu l'histoire du cinéma. Et alors le polar coréen, la question de la maladresse, c'est-à-dire que les personnages agissent, mais parfois ils se plantent. Et en fait c'est assez fréquent dans le cinéma, c'est une source de gag parfois un peu atroce, quoi, parce que c'est violent, mais la question de la maladresse, et là elle est fréquente, la question de la maladresse. On n'a pas évoqué le premier plan du film. En fait, le premier plan du film, premier plan, c'est la scène où Song Kang-ho, le policier local, prend le policier de Séoul qui arrive pour un violeur et lui saute dessus. Il lui fait un drop kick. Pas le premier plan, mais disons... C'est le premier plan tourné. C'est le premier plan tourné. Ah oui, c'est ça. C'est le premier plan tourné. Et en fait, Song Kang-ho, c'était pas prévu qu'il fasse ça. Et donc il a surpris tout le monde, il a vraiment envoyé son pied dans l'autre qui s'y attendait pas. Et d'ailleurs on voit, à ce moment-là, l'opérateur a eu le réflexe de ne pas couper, mais de ne pas noter pour suivre les deux types qui se battent. Et en fait, pure improvisation de l'acteur, alors l'autre lui en a un peu voulu. Ils se sont un peu fait la gueule pendant le tournage. Mais Bong Joon-ho raconte que premier plan tourné, première prise, c'était la bonne. Je dis ok, c'est bon. Voilà. Donc c'est aussi la dimension, la maladresse, l'improvisation, enfin le rapport à l'action. Je pense qu'il y aurait toute une réflexion à mener sur qu'est-ce que c'est agir dans un film coréen. Dans un film au moins de genre. Et par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'à la fois on a décrit à quel point Bong Joon-ho se préparait ses tournages, mais il a dit à propos de ce plan qu'il a lui-même surpris, puisque l'acteur a décidé d'improviser physiquement, et il a dit, au bout d'un moment j'ai dit couper, et en moi-même je me suis dit, puisque c'était le premier plan du premier jour, ça va être un tournage vivant. Oui, c'est ça. Bon voilà, vous voyez, on a un peu de mal à vous donner la parole, mais le cœur y est, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des interprétations, des suggestions, on vous écoute. Le film est un peu excitant, quoi, on est un peu tout excité. T'as le micro. Juste peut-être, oui, allez-y. Allez-y. Bonsoir, merci tous les deux pour être venus pour ça. Je voulais juste poser une question sur la troisième politique du film, parce que d'abord, tu as, je ne me rappelle plus les noms, mais tu as l'homme de l'instinct, tu as l'homme de l'inspecteur Park.
et l'autre c'est CO. Ouais. Ouais. Et ensuite, t'as la troisième policier, l'homme de... Des coups de pied, quoi. Ouais, lui, qui L'homme se de main. fait couper la jambe à la fin. Oui, Et je me suis dit, parce que c'est la première fois que je vois ce film, qui était excellent, du coup. Ce qui est là, forcément, peut-être, une histoire symbolique derrière lui et la découpage de sa jambe. Et je voulais juste savoir si vous avez des interprétations sur cela. Il y a une interprétation symbolique et assez facile à faire. C'est un peu la fin du temps des coups de pied. Vous voyez, c'est ce moment où on met à nu les brutalités policières, la répression ne suffit plus, la violence, on va faire en sorte qu'en Corée, la violence ne fasse pas partie de la vie, ne soit pas un habitus pour tout le monde. Et donc, on peut dire que symboliquement, le type qui donne des coups de pied, il perd son pied parce qu'on en a plus besoin. La société n'en a plus besoin. C'est une interprétation symbolique, hein, donc elle a la faiblesse d'être symbolique, mais c'est une interprétation possible. Voilà. C'est aussi, cette péripétie-là est aussi faite pour souligner l'idiotie du personnage, qui ne pense pas à se soigner. Oui. Voilà. Et en même temps, comme c'est le personnage le plus irrécupérable de tous, c'est le moment où on éprouve de la sympathie pour lui aussi. Absolument. Puisque le moment où il va être, amputé, on apprend qu'il n'a pas de famille par son copain, puisque c'est lui qui signe. Il y a un long plan sur son visage, et tout d'un coup, l'empathie vraiment difficile avec lui se produit là, parce que... tout de suite on en parle. Ouais, à part toi qui l'a trouvé sympathique d'emblée, nous on a mis du temps à le rejoindre, et je dirais qu'on le rejoint à ce moment-là. Il y a un moment qui est assez drôle, qui renvoie à une réalité aussi, c'est quand il raconte à l'autre, tu sais, les étudiants, ils partent tous ensemble dans leurs vacances scolaires et tout. C'était vraiment les fantasmes des flics de l'époque. À la fois, il y avait aussi, ils pensaient qu'il y avait un mépris de classe, et que les autres jouissaient à leur place, quoi, comme disait l'autre. Quoi. Ça va vraiment dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Bong Joon-ho, autant ça paraît sidérant, mais entre guillemets, n'a rien inventé. Et il disait, plus j'enquêtais, et plus l'absurde était présent, et cet absurde, en quelque sorte, dit-il, enfin c'est comme s'il l'avait recopié, lui-même a dit, contrairement aux... je n'ai inventé aucun détail, j'ai décrit l'enquête et les policiers sans rien enjoliver ni aggraver. Bon, on peut le croire ou pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on ne le pense, qui viennent de la réalité. Allez-y, je ne sais pas qui a le micro, mais allez-y. Par rapport à la jambe qui a reçu un clou, j'ai l'impression que la seule jambe avec laquelle on voit le policier taper sur les suspects, c'est sa jambe droite. Et j'ai l'impression que, qu'il a reçu le clou sur la jambe droite. Et quelques plans après qu'il l'ait reçu, on voit son collègue regarder ses bottes et la protection qu'il mettait sur sa botte droite. Donc je ne sais pas si ça a peut-être une symbolique sur ce sens-là, le fait qu'on lui ait arrêté, Il ne servira plus de sa pantoufle pour taper sur les jambes. Enfin, je veux dire, c'est un objet, oui, qui est devenu un objet, c'est ça, le génie de Bong Joon-ho, c'est ce truc-là horrible qui est fait pour qu'il n'abîme pas ses chaussures en tapant sur les suspects, tout d'un coup devient touchant. Parce que on sait que cet objet ne servira plus parce que la jambe a été coupée, etc. C'est très exactement ça le style Bong Joon-ho, c'est-à-dire réussir à rendre touchant une situation peut-être horrible, touchante, et vice-versa. Et donc, ce plan, ça pourrait presque être un plan de mauvais goût, quoi. C'est-à-dire que le plan sur la pantoufle qui servait à torturer les gens, et en fait, tout d'un coup, ça devient autre chose, c'est le signe, c'est un signe, c'est le signe de la perte. Et donc, c'est presque un truc mélodramatique plaqué sur un truc violent. Mais le fait qu'il soit frappé, disons, à la jambe dont il se sert le plus, c'est qu'évidemment, il est puni par là où il a péché, quoi. Donc, on peut considérer qu'il est amputé de la jambe droite parce qu'à la fois elle a trop servi et que... C'est le karma. C'est c'est la loi du talion. Oui, je ne sais pas. Allez-y, s'il y a une question là-haut. Monsieur, là... Il y a quelqu'un. Voilà.
Oui, je vous remercie des précisions que vous avez apportées quant au contexte politique de l'époque. Alors, ceci étant, moi c'est peut-être parce que je voyais le film pour la première fois, mais si vous voulez, ce contexte-là, je ne l'ai pas tellement senti parce que, bon, ça se passe, vous nous dites que ça se passe au moment où la dictature est encore en place. Qu'est-ce que l'on en voit dans le film? Ma foi, surtout le moment où il manque d'effectifs parce que les flics ont été tous mobilisés pour contrer une manifestation. Mais en revanche, dès le début, quand même, on n'a pas l'impression d'être dans un état complètement oppressif parce que le quatrième pouvoir existe. Et le premier commissaire est obligé de démissionner à la suite d'une campagne de presse. Sans doute parce qu'il en a fait un peu trop en posant sur la photo et en jouant les vainqueurs. Mais en revanche, son successeur, lui, reste en place. Alors que rien n'a été fait pour se débarrasser de votre amputé, le roi du kung-fu. Alors, il est certain que son amputation est symbolique, parce que ça peut être dans le contexte politique que c'est l'amputation d'un régime répressif, et en l'amputant, on entre dans un état de droit. C'est peut-être comme ça qu'on peut l'interpréter. Mais vous dites, ceci étant, bon, cette police, elle paraît quand même assez démunie. Bon, je ne dirais pas à cause de l'ADN, parce que je pense qu'à ce moment-là, on pourrait dire, ils sont quand même un peu attardés, ils n'ont pas l'ADN. Mais je crois qu'à ce moment-là, c'était simplement les débuts de l'ADN, me semble-t-il, sur le plan criminologique. Il y a eu des articles importants à la fin des années 80, début des années 90 dans la presse anglo-saxonne. On parlait beaucoup d'histoires non résolues qui commençaient à l'être à propos de l'ADN. Bon, mais en revanche, cette police, elle paraît quand même un petit peu dépourvue de moyens. Ils ont des bagnoles qui tombent en panne, qui sont obligés de pousser. On est à la campagne. Hein. Oui, au moment où il essaye de redémarrer pour suivre le suspect. Bon. Alors, la fin est quand même très importante, parce que vous nous disiez que Bong Joon-ho avait été surpris quand on a enfin découvert le coupable, parce qu'on a vraiment l'impression qu'à la fin, justement, il y a ce soleil absolument radieux, mais en même temps l'impression qu'on ne découvrira jamais rien. Et que le bout du tunnel, on ne le verra pas. Et ce qui est intéressant, vous n'avez pas parlé de la petite fille que notre flic entre parenthèses, je ne suis pas sûr que ça montre le miracle économique, parce qu'il est simplement devenu une sorte de VRP qui circule. Il veut profiter du miracle économique, il intègre une entreprise, il fait du chiffre d'affaires, et suppose qu'il en... Mais la petite fille est intéressante parce que on peut se dire, ah, ça y est, on va apprendre quelque chose, alors qu'elle n'est peut-être qu'un de ces témoignages inutiles et trompeurs. Donc on est en plein mystère à la fin. Je crois que c'est la grande réussite de la fin du film. Alors Bong Joon-ho a quand même dit, en parlant de la petite fille, c'est le visage du mal. C'est elle. Ah bah, il a dit, moi je ne fais que le répéter, hein, c'est qu'il voulait se terminer par cette enfant innocente en disant, mais finalement, quand elle a vu le mal. Et un truc quand même vertigineux, quand même. Le fait que ce soit une petite fille qui... Et puis les enfants dans le film ne sont pas innocents, parce que le premier du film, jamais, mais le petit garçon du début, qui fait le premier plan du film, à quoi joue-t-il? Il joue à attraper des criquets ou des sauterelles pour les mettre dans un bocal. Donc déjà, la pulsion sadique est au travail, et les verts pâturages de la première enfance sont, je pourrais dire, piétinés. Sur quand même l'allusion à la situation politique plus générale, il y a quand même deux plans. Il y a un plan de manifestation. Les gens jettent des cocktails Molotov sur les chars, c'était ce qui était assez courant à ce moment-là. Et il y a ce plan où il y a les jeunes filles coréennes en uniforme traditionnel, enfin en robe traditionnelle, avec le drapeau,
qui attendent la voiture du président qui est censée passer là, enfin, et ça se met à pleuvoir, donc elle s'abrite, mais c'est quand même à ces deux moments-là, on sort un peu du village pour avoir, disons, une représentation, comment on peut dire, métonymique ou une synecdote de la situation générale de la Corée. Quoi. Sachant que à ce moment-là, donc on est au milieu des années 80, le lieu où ça se passe est à 1h30 de Séoul, et c'est 1h30 au milieu des années 80, c'est pas 1h30 comme aujourd'hui, hein. C'est vraiment une vraie distance et un vrai écart. Non, on est à la campagne. On est à la campagne. Et puis, dans les symptômes qui disent quelque chose de plus large que le local, il y a l'emploi de ces sirènes, qui sont des appels à la défense. Soi-disant, on prépare les civils à une invasion nord-coréenne, et l'un des exercices consiste à tout éteindre. Et Bong Joon-ho a dit que dans la scène où le meurtrier passe à l'un de ses actes criminels, et que ça correspond au moment des sirènes, et que toutes les lumières de la ville s'éteignent, du village s'éteignent, et que les rideaux se baissent, et que personne ne veut voir, il dit c'est pour moi la métaphore de l'époque. Ne pas regarder la réalité en face, c'est pas d'eau, voilà, les ténèbres, le retour aux ténèbres. Une ou deux questions? Oui. Je vous remercie pour la projection et les débats qui sont suivis, c'était très intéressant à suivre. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est sur la séquence de cet ouvrier qui se masturbe sur les sous-vêtements sur la scène du crime. Il y a quelque chose que j'avais relevé, mais je ne savais pas si c'était pertinent ou pas, c'était ce moment où on dit qu'il va à la messe le dimanche et que c'est le père de famille parfait. Et on voit ensuite une manifestation devant le commissariat. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que ça disait de la religiosité. En fait, il y a une communauté chrétienne importante en Corée. En fait, hein. Ils ne sont pas tous bouddhistes, etc. Donc il y a une communauté chrétienne importante. Et là, c'est intéressant ce moment, parce que c'est vrai que ce film est tellement riche qu'on prend un petit moment devant lequel la caméra panote et passe à autre chose, et en fait, ça dit plein de choses. Ce qu'on comprend, c'est que sa communauté veut qu'il sorte de prison, parce que c'est un membre de la communauté. Alors, bon, on lui pardonne ses activités masturbatoires, enfin, je sais pas, je pense qu'il a son confesseur pour ça, et donc, c'est aussi un micro-événement, c'est aussi une micro-réaction de la société face à l'État. C'est quelques chrétiens avec la croix qui réclament devant le commissariat la libération de ce type, parce qu'ils pensent qu'il est innocent, etc. Et voilà, c'est un détail. En fait, c'est ça qui est beau dans le film, et je suis sûr qu'il est assez inépuisable, c'est qu'il y a une foule de détails qui sont extrêmement signifiants, et puis qu'on peut ne pas voir. Et vous avez raison de pointer ce truc-là, parce que ça nous dit quelque chose de l'état de la société coréenne, et surtout de la société civile. C'est-à-dire comment elle réagit. Et en fait, les policiers les policiers qui pendant des années, ont réprimé en toute impunité, tout d'un coup, sans doute parce que la presse n'a pas cédé, une partie de la presse, une partie de la société civile s'est révoltée, etc. Et donc, ça symbolise, je pense, ce moment-là. Voilà. On est en 86, 86, 87, 88, c'est les Jeux Olympiques de Séoul. 88, c'est vraiment pour que les Jeux Olympiques aient lieu à Séoul, il fallait que le gouvernement sud-coréen décide de démocratiser la vie politique. Vous aviez une autre question? J'ai fait le micro pour la Voilà, le revoilà. Merci. Donc la deuxième question, c'était sur la norme, enfin sur le message du film. Alors peut-être que je surinterprète, mais sur le fait que tous les suspects soient normaux et que la petite fille conclut en disant que en fait son visage était normal. Ordinaire. Moi, ce que j'ai interprété, ma grille de lecture et ma grille d'analyse, c'était de dire qu'en fait le sujet du film, c'est pas qui a tué ces femmes, mais dans quelles conditions et dans quel contexte ces meurtres ont eu lieu. Et moi, ça m'a interrogé sur, je me suis dit peut-être le rapport entre centralité et périphérie, et sur le rapport entre hommes et femmes, parce que on voit qu'il y a quand même
il y a une différence de niveau et de rapport entre hommes et femmes. Je veux dire que le violeur, c'est forcément un homme. Et il y a aussi une différence de perception dans le film entre la centralité de Séoul, auquel on imagine tous les fantasmes, et la réalité de ce petit village. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Est-ce que je surinterprète ou pas? Sur la centralité de Séoul et le provincialisme du décor, oui, vous avez raison. Sur les rapports hommes-femmes, là, le film, en fait, c'est l'histoire d'hommes, mais en fait, quand on regarde un peu le film, les femmes sont plus touchantes et plus intelligentes que les hommes. Quand on regarde un peu c'est pas parce qu'elles n'ont pas le premier rôle que voilà. Mais bon, c'est une société très machiste, la société coréenne. Donc, c'est assez, comment dire, je ne dis pas courageux, parce qu'il n'y a pas de courage à dire ça, mais le film nous démontre aussi, met le doigt en fait sur ce défaut machiste de la société coréenne et de ses personnages qui, en raison de leur machisme, passent à côté de la vérité. Voilà, sinon, en fait, j'ai revu le film, et j'ai revu le film ici, mais je l'avais vu avec un autre sous-titrage, et en fait, il y a le sous-titre final trahit le film. En fait, ici, dans cette version, et c'est bizarre parce que je ne sais pas pourquoi, c'est que à la fin du film, à la fin du combat devant le tunnel, en fait, quand Song Kang-ho, donc l'inspecteur Park, attrape au collet le suspect qui a été innocenté par le test ADN, et il lui dit quelque chose. Et là, Bong Joon-ho a dit à l'acteur, tu inventes la réplique, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'il peut lui dire. Et donc ils ont fait plusieurs prises, et en fait, avant que le type parte dans le tunnel, Song Kang-ho lui dit, est-ce que tu manges au moins? Puis l'autre s'en va. Et alors il paraît, alors c'est très difficile de comprendre, c'est une expression coréenne, il paraît que c'est intraduisible, c'est un peu bizarre, est-ce que tu manges au moins, c'est comment tu vis ou je sais pas quoi. Enfin, c'est-à-dire que le film se termine sur une énigme même, dans le dialogue. Dans le dialogue, là, c'est un peu mis à plat, il lui dit tu peux partir, je crois, un truc comme ça. En fait, c'est pas ça qu'il lui dit. Il lui dit est-ce que tu manges au moins? Hein, c'est bizarre. Hein. Mais ça, l'art, c'est ça, c'est des béances et tu sais pas, tu peux tomber et tu sais pas où tu tombes. Moi, je dis pas mieux. On va rester sur ce point d'interrogation, sur cette curieuse question posée par l'acteur, mais qui visiblement était un acteur très inventif sur un tournage. Bon, et on vous remercie. Merci pour cette séance. Merci à Jean-François Roger. C'est un plaisir.